Alors bonjour à tous, nous allons commencer donc la quatrième vidéo sur le chapitre 9.2 qui traite donc de la grossesse des gamètes au fœtus. Alors dans cette quatrième vidéo, nous allons parler du suivi médical de la grossesse. Vous avez ici donc à droite un schéma qui vous montre le principe de l'échographie, utilisant donc des ultrasons. Donc c'est un document qui est issu du site CEA. D'ailleurs sur ce site, vous avez le principe des autres techniques d'imagerie médicale, donc je vous conseille d'aller consulter ces fiches. Donc sur cette fiche, on voit donc les différentes étapes avec la sonde qui va donc émettre les ultrasons et recevoir les échos, donc les ultrasons réfléchis. On a ici donc lors du suivi de grossesse, donc justement ces ultrasons vont rencontrer des tissus avec des densités différentes et les échos vont être récupérés, reçus par cette sonde. Donc là on le voit ici, là c'est l'émission des ultrasons, donc des ondes sonores, et ensuite on réceptionne les échos qui ont été réfléchis. Et vous avez ici donc le système informatique qui permet de convertir donc les échos reçus en images. Donc dans le cours, je vous ai donc noté le principe général de cette technique d'échographie. Donc la sonde placée sur la peau émet des ultrasons. Donc il est très important que pour chaque technique d'imagerie médicale, vous reteniez la source. Donc ici pour l'échographie, ce sont des ultrasons, donc des ondes sonores à haute fréquence. Ces ondes vont traverser les tissus et une partie de ces ultrasons vont être réfléchis sur les différents tissus. C'est ce qu'on appelle des échos. Les échos vont revenir et vont être renvoyés vers la sonde. Donc la sonde qui a émis les ultrasons va capter les échos et le signal est transmis à un logiciel qui reconstitue une image des structures internes. Donc il est très important de bien comprendre que la sonde, c'est la sonde qui émet les ultrasons et qui reçoit les échos, c'est-à-dire les ultrasons réfléchis. Alors, on va voir les intérêts médicaux généraux de cet examen. Tout d'abord, il est sans danger. Ensuite, permet un enregistrement en temps réel, donc de suivre des processus dynamiques, notamment par exemple le flux du sang, voir si les valves cardiaques battent correctement, se referment et s'ouvrent correctement. On peut également observer les mouvements du fœtus. Ensuite, la sonde peut être déplacée sur la peau grâce à un gel qui permet de faire le contact justement entre la peau et la sonde. Et on peut changer justement les angles d'observation pour justement observer des organes qui ne sont pas forcément visibles sur tous les angles. Alors, les intérêts dans le suivi médical de la grossesse, tout d'abord, il permet en tout premier d'établir le nombre de fœtus, de surveiller le développement du placenta et du fœtus. Donc là, il est très important de voir que le placenta se développe bien au cours de la grossesse, puisque c'est lui qui fait le lien justement entre la mère et l'enfant. Donc on observe la localisation, donc du fœtus du placenta, la forme, le fonctionnement de certains organes et des membres. Et ensuite, grâce à l'échographie, on peut déjà rechercher des signes de pathologie. Par exemple, lors des premières échographies, on mesure l'épaisseur de la nuque. Et si cette épaisseur est trop épaisse, trop importante, ça peut être un signe donc de trisomie. On verra d'ailleurs le nom du syndrome correspondant à la trisomie 21 tout à l'heure. Alors, on peut également faire des examens sanguins sérologiques, d'ailleurs très réguliers au cours de la grossesse. Donc, pour être à l'aise justement entre le sang, le plasma et le sérum, je vous ai prévu donc un petit schéma qui vous montre la différence entre les trois. Tout d'abord, le sang, ce qu'on appelle le sang total. Donc, le tube est totalement rouge. Là, vous avez donc les liquides, le plasma qui est mélangé avec les cellules sanguines, donc les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Alors, pour obtenir le plasma au laboratoire, on va centrifuger un tube de sang total. Donc on va le mettre dans une machine qui va accélérer la force de sédimentation. Donc les cellules tombent. Donc là, vous avez un culot rouge, ce sont les globules rouges. On a également les plaquettes, les globules blancs ici à l'interface, la petite partie blanche. Et en haut, vous avez toute la partie liquide donc du sang qui est le plasma, qui représente à peu près 55% donc d'un sang total. Pour le sérum, c'est différent au laboratoire. On va donc prélever le sang sur un tube sans anticoagulant. On va laisser le sang coaguler et former un caillot. Et donc le liquide qui reste en surface au-dessus du caillot, puisqu'il est plus léger, c'est ce qu'on appelle le sérum. Donc le plasma, on l'obtient après centrifugation. Le sérum, on l'obtient après coagulation. Alors la coagulation, en fait, vous avez un petit schéma ici pour illustrer. C'est un amas de cellules sanguines, donc plaquettes, globules rouges et des globules blancs,
et ils sont en fait agglomérés grâce à des fibres protéiques qu'on appelle le fibrinogène. Donc la femme enceinte doit réaliser des prises de sang régulières au cours de sa grossesse, donc une par mois. Et grâce à cette prise de sang, on peut donc doser des molécules. On peut également rechercher certains anticorps pour voir si la mère a été immunisée contre certaines pathologies qui peuvent provoquer des malformations chez le fœtus. On recherche également, si ça n'a pas été fait, on détermine le groupe sanguin et le rhésus pour justement voir si au moment de la naissance, il y a compatibilité ou incompatibilité entre le sang de la mère et le sang du fœtus. Et donc le tout, l'objectif, c'est de préserver la santé de la mère pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Alors les exemples, tout d'abord, chaque mois, donc la femme enceinte doit faire une prise de sang à jeun pour déterminer sa glycémie, donc sa concentration de glucose dans le sang, pour diagnostiquer un éventuel diabète gestationnel. Donc on met le terme gestationnel puisque c'est un diabète qui apparaît chez certaines femmes uniquement pendant la grossesse et qui disparaît la plupart du temps une fois que le bébé est né. Ensuite, dans ces prises de sang, on recherche assez tôt et même régulièrement des anticorps anti-toxoplasmose pour voir si la mère a été immunisée contre ce parasite, puisque ça permet de savoir si le fœtus est protégé contre ce parasite aussi. S'il ne l'est pas et que la mère n'est pas immunisée et qu'elle est contaminée par ce parasite en cours de grossesse, le fœtus peut avoir des malformations. Donc, on le verra dans la partie 7, lorsqu'on rencontre un agent pathogène, soit un parasite, une bactérie, etc., donc notre système immunitaire se défend contre cet agent infectieux et développe une réponse immunitaire, produit des cellules immunitaires spécifiques de cet agent infectieux et aussi donc des anticorps spécifiques. Et ces anticorps restent un certain temps dans le sang, même après l'infection. Et quand ces anticorps restent et que ces cellules mémoire restent, on dit que la personne est immunisée. Donc là, c'est ce qu'on appelle un test sérologique, puisque les anticorps ne sont pas dosés dans la partie cellulaire, mais dans la partie sérum, donc dans le sérum qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même chose pour le glucose. Alors, on peut également faire un diagnostic prénatal, c'est-à-dire avant la naissance, voir si le fœtus et l'embryon a des aberrations chromosomiques. Tout d'abord, il faut faire un prélèvement du liquide amniotique, c'est ce qu'on appelle l'amniosynthèse. Donc vous devez absolument connaître ce terme-là. Donc l'amniosynthèse, c'est un prélèvement de liquide amniotique à l'aide d'une seringue et sous le contrôle visuel échographique. Donc on voit ici la sonde échographique pour bien suivre le trajet de l'aiguille sans évidemment blesser le fœtus ici et sans atteindre non plus le cordon ombilical. Donc là, la seringue doit arriver pile au niveau de la zone bleue qui représente le liquide amniotique. Alors, on a le placenta ici en orangé et donc on prélève le liquide amniotique pour faire l'analyse chromosomique donc, du fœtus, puisqu'en fait, le fœtus, lorsqu'il est dans la cavité ici, il va également desquamer, c'est-à-dire qu'il va perdre des cellules de surface au niveau de sa peau. Donc ces cellules se retrouvent dans le liquide amniotique et lorsqu'on prélève du liquide amniotique, on prélève des cellules fétales. Donc c'est un geste invasif pour la mère, mais aucun danger en tout cas directement chez le fœtus. On verra les conséquences par la suite. Donc c'est un acte invasif puisque justement on va transpercer, on va traverser la peau de la mère. Donc là c'est un risque, forcément deux risques majeurs. Tout d'abord, si le geste peut provoquer une fausse couche, c'est-à-dire que là la poche des os dans laquelle se trouve le fœtus peut se rompre. Et là ça va provoquer donc un accouchement, un arrêt de la grossesse spontanée. Le risque principal, c'est que si la seringue introduite est mal stérilisée, il peut y avoir un risque d'infection au niveau du fœtus, puisque on peut introduire des micro-organismes dans la cavité amniotique, qui est normalement une zone totalement stérile, donc c'est-à-dire vraiment sans germes. Alors, je rappelle ici son but, c'est de prélever donc des cellules fétales dans le liquide amniotique afin de faire des analyses génétiques, principalement établir le karyotype. Donc le karyotype, on l'a déjà vu, c'est de pouvoir classer et ranger donc les chromosomes des plus grands aux plus petits, donc du chromosome 1, la paire 1 à la paire 22. On voit ici la paire de chromosomes homologues numéro 1.
jusqu'à la paire 22 qui sont les plus petits, donc ça ce sont les autosomes. Et on a ici les chromosomes sexuels, on voit qu'ils sont tous les deux identiques, donc ce sont deux chromosomes X, donc là c'est le karyotype d'une femme. Donc ça c'est le principe du karyotype. Maintenant l'intérêt du diagnostic prénatal, c'est qu'à partir des cellules fœtales prélevées au niveau du liquide amniotique, on peut donc faire le karyotype du fœtus, donc de l'enfant à naître. On voit ici les autosomes jusqu'à la paire 22, mais on voit très bien ici que dans la paire 21, au lieu d'avoir deux chromosomes homologues, on en a trois. Ce qui veut dire que dans un des gamètes du père ou de la mère, il y avait deux chromosomes 21. Et donc, quand il y a eu fécondation, donc fusion des noyaux, le gamète qui contenait deux chromosomes au lieu d'un va fusionner avec un autre gamète qui en contient qu'un, et donc le zygote en contient trois. Et quand il y a trois chromosomes dans une paire entre guillemets de chromosomes, on parle de trisomie, et là c'est la trisomie 21 puisque ça concerne la paire 21. Ce qu'on appelle donc le syndrome de Down. Voilà, donc nous avons terminé la vidéo 4 sur le chapitre 9.2 sur la grossesse des gamètes au fœtus. Si vous avez des remarques sur cette partie du cours, n'hésitez pas à les noter et également noter vos questions en commentaire sous la vidéo. Merci de votre attention.